Donc voilà, bonjour à tous à nouveau. Ce webinaire est sur le thème, webinaire Objectif USA, est sur le thème de réussir sa communication digitale aux États-Unis. Alors, voilà, je vais commencer par une introduction, ce qui n'est pas très original. Donc, je vais d'abord présenter donc les 5 intervenants à à, cette, à ce séminaire. Donc, je vais commencer dans l'ordre en fait dans lesquels ils vont parler. Je vais commencer par Karine, donc Karine Abou, qui est elle en ce moment à Miami, donc qui est content marketing strategist et qui a créé la French Content Marketing Academy. Donc, elle est consultante en stratégie de contenu, de content marketing. Elle est ancienne avocat, entrepreneur et désormais donc marketeur. 13 ans d'expérience dans la conception, le lancement et l'implémentation de stratégies marketing par le contenu en B2B principalement. Karine est la fondatrice de la Content Marketing Academy, qui est en français, et elle est auteure du livre Content Marketing, la méthode américaine. Et je crois, depuis, alors on parlera certainement, elle est aussi dans un autre livre qui arrive avec plusieurs autres marketeurs, et éditeur de la newsletter Content Marketing Lab. Voilà. Les deuxièmes intervenants, ce sera Alexandre et Shona. Donc Alexandre et Shona, ils vivent aux États-Unis, dans l'ouest de la Floride, du côté de Sarasota. Depuis 2016, ils ont créé plusieurs entreprises, dont une agence de marketing qui s'appelle Invicta Marketing, qui est spécialisée dans la création de sites internet, le SEO, SIA, pour les entreprises opérant à la fois en Europe et en Amérique du Nord. Alexandre est aussi président de la Chambre de commerce franco-américaine de Floride de l'Ouest. Et enfin, Daniel Roch, qui est expert SEO et WordPress, qui, entre autres, a SEO Mix, mais aussi SEO Key, il en parlera. Expert SEO et WordPress, il a créé l'agence SEO Mix en 2013, avec laquelle il accompagne des clients dans leur stratégie de visibilité partout dans le monde. Et donc, il a créé l'extension SEO pour WordPress, SEO Key, dont je suis client, dont Alexandre est client aussi, extension que nous utilisons en remplacement d'autres extensions beaucoup plus compliquées. Et voilà. Alors, en introduction, moi, ce que je voudrais dire, c'est que si j'ai décidé d'organiser ce webinaire via Objectif USA, je me suis pas présenté, mais la plupart des gens me connaissent. Objectif USA, on accompagne des Français qui s'installent aux États-Unis, principalement à travers le visa E2, depuis 13 ans. Et je suis aussi l'auteur du livre S'expatrier aux États-Unis via le visa entrepreneur. Donc, je dis souvent qu'on n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et c'est assez vrai pour une entreprise française qui voudrait s'installer aux États-Unis. Typiquement, communiquer aux États-Unis, que ce soit pour leur vendre un produit ou un service, ça signifie communiquer avec les codes américains. Ça signifie pas juste traduire un site, ça signifie communiquer avec les codes américains. Alors, j'entends parfois des Français qui me disent les sites américains sont moches. Bon, non, les sites, en fait, ils correspondent au goût des Américains qui sont potentiellement différents des goûts des Français. Même si au niveau du design, il y a des trends qui sont un peu mondiales, ça n'empêche que les goûts ne sont pas forcément les mêmes. Quand vous rentrez dans une maison américaine, l'ameublement et la déco, souvent, ne vous plaît pas particulièrement, mais ça plaît aux Américains, parce que les goûts ne sont pas les mêmes. Donc, typiquement, non, il faut communiquer avec leur code. Par exemple, au niveau des codes, le marketing américain, par définition, il est assez pushy. Aux États-Unis, vendre, c'est pas un gros mot. On assume le fait qu'on veut vendre quelque chose. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas en France. Quand on regarde les pubs américaines, elles ont assez peu de double sens. La plupart du temps, c'est acheter notre produit parce que c'est le meilleur. Voilà. Donc oui, le marketing américain, il est plus pushy que le marketing français. On fait un petit peu moins dans la subtilité ou dans la tendance, même s'il faut en garder quand même. Mais voilà, là, encore une fois, si on pense qu'on a le meilleur produit, il faut le dire. Attention au vocabulaire. On voit parfois du vocabulaire mal traduit. J'ai vu des sites avec des choses très mal traduites. Par exemple, to have an affair,
To have an affair, ça ne veut pas dire avoir une entreprise. To have an affair, ça veut dire avoir un amant ou une maîtresse. Donc, j'ai vu dire I have an affair in France. Non, non, c'est pas le même mot. Donc, il y a des faux amis. Donc, traduire un site, faut être prudent. Les formulations ne sont pas les mêmes. Donc, moi, ce que je conseille souvent, c'est de faire revoir les textes des sites par un Américain. Essayez d'obtenir un avis objectif. Typiquement, awesome ou amazing, ça veut dire que c'est bien. Ça ne veut pas dire que c'est fabuleux, extraordinaire. Pour un Américain, awesome ou amazing, c'est presque une ponctuation de phrase. Donc voilà, dans les éléments. Toujours en introduction, attention aux lois. Respectez les lois américaines. Par exemple, j'ai vu un site encore récemment qui avait fait une page avec tout était traduit sur la loi informatique et liberté. La loi informatique et liberté aux États-Unis, elle n'existe pas. Donc, une page qui traduit avec les textes de loi, les numéros de loi français qui fait référence à ça, non. Il y a des règles américaines, il faut s'adapter aux règles américaines. Il faut avoir les pages de policies américaines. Voilà. Et attention quand je dis américain, parce que selon quelle clientèle vous allez viser, si par exemple vous visez certains États, et je pense entre autres à la Californie, vous allez en rajouter une couche, parce que la loi californienne est plus stricte que la loi américaine sur pas mal de points. Pardon. Excusez-moi. Attention aux lois. Pardon, excusez-moi encore une fois. Pensez au marketing local. Il va y avoir des mots sur le SEO local. Pensez au marketing local digital. Pensez au marketing local, même si ça sort un peu de la stratégie digitale. Pensez au marketing local physique. Participation aux événements locaux. Participation aux fairs. Participation aux courses de 5K, choses comme ça. Pour un business local, il y a le SEO local, il y a toutes les ads locales, etc. Il y a aussi la participation à la vie locale au sens strict du terme. Ça fait partie du marketing, pas forcément digital, mais ça fait partie du marketing. Dans les éléments aussi que je vois beaucoup qui sont assez différents, c'est la relation au prix, même si ça, c'est quelque chose qui a changé. Pensez que les prix ici s'expriment en hors taxe, parce que la sales tax est différente partout. Alors, il y a tout un sujet sur les taxes et le e-commerce. Les sales tax et le e-commerce, il y a des livres sur le sujet. C'est un sujet assez complexe. La plupart des plateformes permettent de l'automatiser. Mais les prix s'expriment en hors taxe et les prix, j'allais dire, l'américain, il a vraiment la notion de si tu paies le prix, tu n'as rien compris. C'est vraiment assez américain, ça. Souvent, les Américains achètent les réductions. Donc, il n'y a pas de période de solde aux États-Unis. Les soldes, c'est permanent. Et très concrètement, en termes de prix, souvent, il faut intégrer dès le départ les coupons. Le couponing, c'est quelque chose d'énorme aux États-Unis. Donc, il faut vraiment penser coupon. Il faut vraiment penser prix dès le départ avec un prix que vous appliquerez jamais et un prix réduit parce que l'Américain, par définition, il a l'habitude de voir qu'il y a le prix standard et le prix que lui, il va payer. Voilà, ça, c'est un petit peu véritablement des éléments vraiment généraux que je voulais dire en introduction. Et puis, j'ai fini mon introduction. Et donc, je vais laisser la parole à Karine. Merci. Alors, enchantée, je ne vous vois pas, mais je suis tout cœur avec vous. Moi, je vais intervenir sous 5 points. On va faire assez rapide parce que j'ai un laps de temps qui est limité. Et moi, si vous me branchez là-dessus, je pourrais parler des heures. Donc, je vais vraiment me contenir. On va faire un tour de piste en 5 points des choses qui me paraissent importantes quand vous envisagez de dupliquer votre business aux États-Unis. Donc, 5 points. Une chose que je tiens à vous dire en préambule, moi, j'interviens sur la partie, on va dire, stratégie. C'est-à-dire, parfois c'est un gros mot, mais c'est quand même important de le préciser. Qu'est-ce qu'on met sur un site web? Comment est-ce qu'on le duplique? Qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que je vends pas? Qu'est-ce que je trie? Je réponds à des questions, en gros. C'est ça mon job. Donc, 5 points cruciaux qui me paraissent être des choses qu'il faut que vous reteniez quand vous vous posez la question de « je fais ça en France, je voudrais faire la même chose aux États-Unis ». Le premier, c'est, si tu peux avancer les slides, Bien sûr. le premier, c'est le choix de votre plateforme pour votre marque, pour votre business existant. Alors, souvent, la problématique, c'est j'ai déjà un site, il tourne bien en France, je vends. Évidemment, la réponse à ces questions va dépendre de est-ce que vous êtes en B2C ou en B2B? Est-ce que vous vendez du service ou vous vendez des produits? Tout ça
c'est des problématiques économiques qu'il est évidemment pas possible d'aborder maintenant, mais qui ont clairement un impact sur le choix de la plateforme que vous allez faire. Le point qu'il faut que vous reteniez à ce stade, c'est que, premièrement, c'est rare de dupliquer in extenso un site et de dire, voilà, ça marche en France, ça va marcher comme ça aux US. Deuxièmement, les traductions littérales sont franchement inopportunes, sauf si éventuellement vous vendez du service. Mais c'est en général, d'abord, si c'est fait, ça doit être fait évidemment par un professionnel. Et surtout, c'est une étape en fait que je considère être bâclée parce qu'elle vous empêche de passer par une phase qui est cruciale, qui est l'analyse de votre audience. Vous ne pouvez pas considérer que parce que vous vendez en France, vous allez vendre aux États-Unis, parce que par définition, c'est pas la même audience. Mais ça, et du coup, en transplantant simplement votre site américain en un site français, vous zappez complètement la phase où est-ce que j'implante, qui est ma cible audience, qui va potentiellement m'acheter, quelles sont les étapes d'achat de mon produit, quels sont mes concurrents, quels sont les mots-clés utilisés pour vendre mon produit. Tout ça, c'est des problématiques auxquelles il faut que vous répondiez avant même d'engager le moindre dollar sur la traduction d'un site. Et on ne dit pas que c'est ce qu'il faut faire, d'accord? Donc, la deuxième chose que je veux dire par rapport à quelle est votre plateforme pour votre marque, c'est que autant c'est une erreur de dire je duplique, je traduis et je pars, autant ce serait une erreur de vous dire finalement j'en fais pas ou je me contente au début d'une page Facebook pour tester. Je considère, non ça c'est la deuxième après, c'est la deuxième vidéo. On reste sur la première encore, j'ai bientôt fini. Je vais finalement commencer par créer une chaîne YouTube. Tout ça, ça a une pertinence et on en reparlera. La réalité, c'est que quand même, il vous faut une plateforme. Et c'est là que Alexandre et Shona ont vraiment un rôle crucial et que je vous recommande vivement de les contacter parce qu'il y a un moment donné, vous devez exister en ligne, vous devez avoir votre présence aux États-Unis. Est-ce que c'est sous forme d'un point US? Est-ce que c'est en rajoutant des pages à votre site web? Tout ça, c'est Daniel qui vous répondra aussi sur ces points techniques. Mais c'est des questions que vous devez vous poser. Donc, pour répondre à cette première partie, non, on ne duplique pas, mais d'un autre côté, on ne zappe pas non plus cette étape, on doit être présent. La question de cette présence dans le détail, on peut en parler tous les deux, enfin, on peut en parler à l'occasion, ça dépend vraiment de ce que vous vendez, hein, que ce soit du business local, un restaurant ou autre chose, vous devez avoir un site web. La deuxième grande différence que moi je constate tous les jours, et je vais faire un lien avec ce que Sylvain a dit en introduction, quand j'entends, et je l'ai entendu aussi souvent, les sites américains sont moches. Bon, pour moi, ça revient un peu à faire des débats entre est-ce que c'est vrai ou c'est faux, ou est-ce que c'est bien ou c'est mal. Bien ou mal, c'est de la morale. Là, c'est du goût quand on dit c'est moche. Non, les sites américains, ils sont efficaces. Et ils sont efficaces pour une raison simple. Ils sont efficaces pour une raison simple, c'est qu'ils ont, et je vous ai donné quelques exemples, ils ont tous, quand ils sont bien faits et quand ils marchent, un objectif business prioritaire. Ça ouvrira peut-être débat avec mes collègues. À mon sens, même quand c'est du e-commerce pur, l'obsession doit être de collecter de l'adresse email. Voilà, je le dis, cash, direct. Il y a à un moment donné, sur n'importe quelle page de votre site web, l'obligation de commencer à vous dire à quoi il s'abonne, à quoi je le fais s'abonner. Alors, quand on déroule, tu peux dérouler si tu veux les slides d'après, je vous ai donné quelques exemples. Voilà. Subscription, c'est le mot-clé, c'est le mot miracle. C'est a fortiori aujourd'hui où on rentre dans le Web 3, a fortiori aujourd'hui où on rentre de plein pied dans l'intelligence artificielle avec la révolution que ça a abordée. Je sais, ça vous paraît abstrait sans doute, mais c'est des choses qui sont très concrètes qui vont pouvoir vous aider maintenant tout de suite, vous, y compris dans votre business local, dans votre prestation de service ou dans ce que vous vendez en ligne. C'est des choses qu'il va falloir prendre en compte à un moment donné, tout simplement parce que c'est des outils qui peuvent vous aider à marketer beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Mais a fortiori maintenant, avec toutes ces problématiques de blockchain et le reste, il y a une possibilité de contrôler ces données qu'il n'y a jamais eu jusqu'à maintenant. Donc, il vous faut, à un moment donné, collecter de l'adresse email, collecter une information, et en général, la plus productive, celle qui permet de transformer en lead et potentiellement en client, c'est l'email, une information de la part de toute personne qui vient sur votre site. Donc, si tu peux juste scroller un peu les autres slides, Sylvain. Je vous donne 2 exemples là. J'en ai donné 3, mais je pourrais en donner 10. Vous pouvez aller regarder. Ça, c'est la homepage de LinkedIn. Quelle est l'invitation
LinkedIn, on connaît tous, on est d'accord, c'est une fabrique à faire du contenu. Ils gagnent leur argent avec de la ressource humaine, en faisant de la pub, en proposant de passer des annonces, en mettant en relation des gens. Leur homepage, c'est inscrivez-vous. Slide d'après, j'ai mis la homepage de Twitter ou Facebook. C'est la homepage de Facebook, ça. Il y a une information clé sur la homepage. Donc, et ça, je peux vous recommander, le cas échéant, si vous voulez y réfléchir vous-même. Moi, je fais des consultations en one-to-one pour aider les gens à y voir un peu clair dans leur stratégie, justement, et poser les piliers d'une présence en ligne. Il y a un livre que je vous recommande fortement, qui est un livre de Donald Miller, qui s'appelle Story Brand. C'est le livre structurant sur comment concevoir un website qui transforme et qui soit efficace. Et pour qu'il soit efficace, à un moment donné, vous devez demander à quelqu'un de s'abonner à quelque chose. Et pourquoi je fais du contenu? Parce qu'en général, même si vous avez un site de e-commerce, vous devez lui proposer à un moment donné, si vous voulez vraiment avoir cet objectif business-là, de souscrire à quoi? À un contenu. Si tu peux avancer sur la slide d'après, je vous ai donné aussi un exemple d'un professionnel ici que beaucoup de gens connaissent, qui est le big guy du SEO aux États-Unis. Il a démarré avec un blog, ce type-là. Et je vous le mets à côté de LinkedIn et à côté de Facebook, parce qu'au départ, c'est un type qui avait fait un diplôme de nutrition. C'était un petit malin qui s'évertuait à faire des sites avec des contenus pour essayer d'arnaquer un peu Google. Il a bu le bouillon à chaque mise à jour de Google. Et un jour, il a compris comment le truc marchait et il a lancé un vrai blog sur une thématique qui était la plus compétitive à l'époque, où il y avait justement Moz et Rand Fishkin et tout le monde, sur le SEO. Quand vous allez sur le site de ce type-là, vous avez une offre. Et il l'explique lui-même. Hein, je veux dire, moi, je réinvente pas la roue. Il a une possibilité, c'est abonnez-vous. Voilà. Et une fois qu'il s'abonne, qu'il propose à ces gens de s'abonner, il vend une fortune ses trainings SEO, il vend même des produits. Et pour la petite histoire, parce qu'il a démarré avec 3 francs 6 sous en étant un blogueur indépendant, il vient de vendre ce blog que vous voyez là, plusieurs millions d'euros, à la plus grosse techno-marketing des États-Unis qui s'appelle SEMrush. C'est pour vous montrer qu'on peut être un total solopreneur et finir avec des millions de dollars quand on a la bonne approche du business model sur son site web. On passe au point numéro 3, parce que je veux pas déborder sur le temps qui m'est imparti. Le point numéro 3, il est à relier avec le point numéro 1 qui est, vous n'êtes pas obligé d'avoir un site web qui soit une usine à gaz. Vous êtes obligé d'avoir un site web à un moment donné, ou en tous les cas une présence web, parce qu'il faut que vous puissiez contrôler vos données, justement, les collecter et proposer votre propre contenu. Mais il est évident que si vous êtes un business local et qu'à un moment donné, vos clients se trouvent dans votre périmètre géographique, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur du SEO local, le local SEO. Ça me paraît aujourd'hui hérétique de zapper cette opportunité. Pour la petite histoire, alors évidemment, Daniel vous parlera de ça bien plus en détail. J'ai simplement, pour ceux qui ne connaissent pas là, expliqué visuellement c'est quoi le SEO local. Le SEO local, c'est toute cette partie où vous voyez la Google Maps avec des petites étoiles qui s'affichent et les propositions des premiers business. À cliquer quand vous tapez un mot-clé. Là, j'avais mis dental implant parce que j'avais bossé beaucoup pour des dentistes, donc c'était assez édifiant quand on est un dentiste d'avoir une clientèle locale. Et toute cette approche du SEO, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'à l'inverse du SEO organique sur lequel Daniel reviendra, celle-là, elle est vraiment assez normée, elle n'est pas très compliquée, il y a une dizaine de choses à faire, elle est étroitement liée au contenu que vous allez créer sur votre site, mais ce n'est pas non plus des contenus qui ont besoin d'être hyper complexes, c'est des photos de votre business, c'est des fiches de vos produits, alors après justement, il y a, au plan stratégique, il y a, si vous souhaitez vraiment démarrer un peu de contenu sur votre site pour le faire vivre, il faut relier cette stratégie de contenu que vous pouvez avoir à ce que vous pourriez mettre dans votre Google My Business Profile, qui est l'interface créée par Google pour vous permettre d'optimiser votre SEO local et d'apparaître donc dans ce qu'on appelle le 3-pack, qui est écrit ici. Et tout ça, ça passe au départ par des contenus très simples, des photos de votre business, des photos de vous, ça j'en reparlerai, des contenus sur ce que vous expliquez et un travail évidemment sur la détermination de vos mots-clés, de ceux que vous souhaitez optimiser. On peut avancer sur la slide d'après.
Je ne cherche pas ici à vous faire le pitch du SEO, je pense que Daniel en reviendra, mais aujourd'hui, j'ai quand même tenu à vous mettre quelques chiffres qui, franchement, ont vocation à vous convaincre que vous devez passer par cette case-là. Je vous le dis même, au risque d'être un peu impopulaire sur le sujet, moi je sais que par exemple, j'ai travaillé avec des restaurants qui n'ont pas de site web à proprement parler parce qu'ils ont un profil Google My Business hyper bien optimisé et que quand on tape manger chinois à Miami Beach, ils ressortent en premier avec Google My Business et ça suffit largement. Je veux dire, quand on a des tout petits budgets et qu'il vaut mieux parfois avoir un profil Google My Business hyper bien optimisé avec des contenus sympas et une belle page Instagram en lien, quand c'est extrêmement visuel comme des plats ou des choses comme ça, que d'avoir un pauvre site web qui a 3 pages et qui n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Sauf bien sûr si vous avez décidé de transformer votre site web de restaurant ou de spa ou de massage ou de cours à domicile en un centre de ressources. Et on va y venir justement parce que ça peut parfaitement être une option. On arrive à 12 minutes par contre, donc si tu peux, Alors avant, voilà. on va zapper, on va vite aller sur 2 dernières choses. Un point très important, c'est le 4e et celui-là, c'est vraiment une différence entre la France et les États-Unis. C'est la folie du personal branding aux États-Unis. D'accord. Et ça, je vous ai montré ce petit graphique-là. Juste, tu mets la slide d'après, si tu peux, Sylvain. Voilà, ça, c'est la différence entre les volumes de recherche et les difficultés à se positionner sur ces mots-clés qui sont personal branding aux États-Unis et marque personnelle en France, pour vous montrer à quel point, aux États-Unis, c'est un sujet qui est immensément recherché, le personal branding. En France, c'est pas dans notre culture. On n'a pas envie de se mettre en avant, on met pas sa trombine en première page, on parle pas de sa vie, on parle pas de son histoire, on dit pas qu'on a des gosses, on dit pas qu'on a une vie derrière le boulot, on parle de son boulot, on essaye d'investir du business sur sa marque corporate. Je vous le dis, aux États-Unis, c'est une erreur. Et plus vous êtes small business, plus c'est pertinent pour vous de développer votre personal brand parce que c'est bien souvent dans des domaines hyper concurrentiels, la seule façon de vous différencier. La seule. Parce que votre histoire est unique, parce que les raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites aujourd'hui, elle est déjà unique en soi. Donc, à un moment donné, il faut savoir comment communiquer sur ce sujet-là. Le dernier point, et celui-là, il est crucial, c'est que dans l'hypothèse où vous souhaitez démarrer un site web avec des vraies velléités d'implantation aux États-Unis en vous décorrélant de ce que vous avez déjà fait en France, en n'en tirant que la substantifique moelle, et que vous souhaitez avoir plus qu'une simple présence web, dans ces cas-là, vous n'avez pas d'autre choix, en tous les cas aux États-Unis, de concevoir votre site autour d'une thématique clé et pas autour des produits que vous vendez et des mots-clés qui sont attachés à ce produit. Alors, ça pourrait faire l'objet d'une conférence à elle toute seule parce que c'est toute la stratégie de contenu et SEO aujourd'hui, et quand on parle content marketing, on le fusionne avec le SEO aux États-Unis à cause ou grâce à cette approche-là. Votre site doit être conçu comme un centre de ressources autour de la thématique clé de ce que vous vendez. Vous vendez des baskets. Est-ce que ça vaut pas le coup de créer un contenu autour de comment courir un marathon, le guide pour savoir courir un marathon? Je vous donne ça en exemple, mais on pourrait le décliner à l'infini sur du restaurant, de la voyance, du massage, de l'avocature ou du dentiste. Vous devez, et si tu peux juste cliquer sur les 2 dernières slides, je vous montre la dernière surtout et je terminerai là-dessus. Voilà, je pourrais vous expliquer pourquoi on en est venu à une structuration d'un site comme la première image que vous avez, où vous voyez, on avait un blog, je pris l'exemple d'HubSpot parce qu'il l'expliquait très bien, eux disaient, nous, on s'adresse aux marketeurs, aux agences, aux ventes, bon, et ils structuraient leur contenu par catégorie des produits qu'ils vendaient. Et ça, c'était trop égocentrique. Aujourd'hui, on structure un site autour de la thématique informationnelle qui est celle dans laquelle on vend nos produits. Vous vendez des baskets, vous allez parler à un moment donné de running. Vous vendez des hot dogs vegan, vous allez à un moment donné parler de healthy food et de comment manger sain sans brutalité aux animaux. Est-ce que quand vous concevez votre site, c'est pas intelligent de le concevoir autour d'un centre de ressources sur ces thématiques? Après, avec toutes les vertus qu'on connaît sur le SEO, le référencement et le ranking, évidemment, c'est pas né de l'air du temps, tout ça. Ça a des objectifs business très concrets. Et c'est comme ça aujourd'hui que la plupart des sites web se conçoivent. Et je vous le dis tout net, pas que les grosses marques, loin s'en faut. Plus vous êtes small business,
plus c'est crucial de concevoir votre site web autour de ce qu'on appelle un topic cluster. Je suis à votre disposition, évidemment, pour répondre à toutes ces Voilà, questions. on va passer la parole maintenant à Shona et Alexandre. J'ai noté quelques éléments. Je précise SEO, c'est Search Engine Optimization, c'est égal au référencement. Comment avoir votre site bien placé sur Google, parce qu'on utilise certains symboles autant que vous les connaissiez. Et puis l'autre élément, Donald Miller a écrit d'autres livres, dont un que j'adore, justement sur la création d'entreprises, vraiment de A à Z. Et je mettrai dans l'email qu'on enverra après, je vous mettrai les coordonnées des références qui ont été citées. Alexandre et Shona, donc par contre, je vais stopper le partage parce qu'Alexandre va partager son écran. J'ai partagé mon écran. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Moi, oui. Tout le monde le voit? Voilà. Bonjour à tous. Tu veux que je commence un petit peu? Ah oui, tu peux. Donc, on va pas se représenter. Ma femme est américaine, elle apprend le français depuis 3 ans aux États-Unis. Donc, forcément, il y aura des petites choses qui Ça ne seront soleil pas... en France. Je vais la laisser commencer. C'est elle qui, avec notre équipe, s'occupe de tout ce qui est partie design et conception de sites web dans notre agence. Voilà, je te laisse commenter. Oui, et je suis aussi ici pour la perspective américaine et comme j'ai dit, désolé en avance pour mon français, mais je suis ici pour une raison et c'est parce que je suis américaine. Pour commencer, il y a vraiment 3 types de sites. Maintenant, on n'a pas beaucoup de choix de types de sites qu'on va construire pour les entreprises. Ça dépend vraiment le type d'entreprise qu'on a. Il y a les sites vitrines. On avait des sites one page avant. C'est pas un truc maintenant. C'est pas professionnel. C'est pas du tout quelque chose bien fait qui est acceptable. On fait au moins un site vitrine qui est une carte visite au moins pour l'entreprise qui est en ligne pour les gens qui viennent pas aux locations physiques. On doit avoir des pages qui expliquent le type d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait avec l'entreprise, on est où, c'est quoi le service, le type de service que l'on vend, etc. Oui, et le raison d'être. Le perspective de votre entreprise. Après, on a les sites e-commerce, ça l'explique soi-même. Mais il y a beaucoup de différences entre les types. On a des entreprises e-commerce qui a 6 000 produits, beaucoup de ventes, millions de dollars chaque année. Et on a aussi des blogueurs qui a un produit qui est le seul livre qu'ils ont déjà publié. Ça change beaucoup entre la quantité de produits et de ventes qu'on fait. Après, on a beaucoup plus de sites pour taille maintenant qu'avant, spécialement pour les gens comme les avocats, par exemple, les médecins. Quand on met des informations en ligne, quand on demande des informations des clients, on doit les protéger. Ça doit être complètement secure. C'est la responsabilité de l'entreprise qui prend les informations. On ne peut pas les perdre, avoir du hacking. C'est vraiment important et à cause de ça, on utilise les sites protégés maintenant pour partager les choses sensitives. Après, conseil rapide pour trouver une agence pour construire votre site. Si on a des besoins très spécifiques, ça dépend le type d'entreprise encore. Si on a besoin de SEO continuing après de la construction du site. Je dirais que je me permets, c'est très important de recruter une agence qui est aussi spécialiste en SEO. On construit un site internet pour le SEO, pour la communication, il faut l'intégrer dès le départ. Si vous l'intégrez pas dès le départ, ce sera un problème par la suite. Ça doit avoir le base bien fait avant d'être intéressant, joli et toutes les autres choses. C'est plus important que le esthétique du site. Aussi, si on a un site e-commerce, on doit être sûr que l'agence est bien avec ces choses, que c'est assez professionnel pour une grande entreprise avec 6 000 produits. Ça peut être très compliqué.
Après, si on a besoin de faire le branding, si on n'a pas déjà le branding pour l'entreprise ou on veut le refaire, les cartes de visite, les choses comme ça, on doit trouver une agence qui fait ça ou on doit le faire avant de trouver une agence. Toutes les agences ne font pas toutes les choses. Il y a beaucoup d'agences aux États-Unis qui juste font les sites web et ils sont finis après. C'est tout qu'il fait. Pour trouver cette agence, on doit chercher pour notre réseau. C'est presque impossible à trouver une vraiment professionnelle agence en ligne parce que les agences sont des experts en manipuler l'apparence en ligne. Ils peuvent vider des témoignages qu'ils n'aiment pas. Ils peuvent payer, par exemple, à Yelp pour mettre des témoignages plus belles ou non. C'est vraiment quelque chose de facile à faire. Et c'est le boulot des agences. On doit parler avec les gens qui ont déjà travaillé avec les agences. Spécialement pour les Français, les États-Unis, il y a beaucoup des arnaques et tous les Américains sont des experts. Alex aime bien dire que tous les Américains sont nés chefs des entreprises parce que c'est vraiment facile ici, créer une présence, mais pas une vraie présence avec des témoignages. On doit avoir la possibilité de parler avec quelqu'un qui a déjà travaillé avec cette agence. Après, on doit être préparé avant de commencer le projet où ça va coûter beaucoup plus. On paye vraiment pour les heures du travail aux États-Unis. L'agence qui est plus professionnelle va estimer la quantité des heures et ils vont mettre une quote devis qui est le plus bas s'ils sont professionnels qu'ils peuvent faire. Si c'est vraiment difficile à travailler avec vous, si vous ne savez pas si je vais utiliser cet logo ou cet logo, c'est pas quelque chose qu'on peut décider après de commencer le site, sauf si on va faire le branding avec l'agence. Ça doit être étape pour étape. Le cahier des charges, en fait, et ce qu'elle veut dire est très important puisqu'en fait, ça peut, par exemple, vous faites un site en e-commerce en Magento, ça peut vous coûter $300 000 à la fin. Pour acheter donc voilà, le problème, c'est vraiment d'avoir un cahier des charges significatif pour ce que vous voulez, de A à Z, comment est le process de votre entreprise, et parce que en fait, si vous rajoutez des choses après, ça vous coûtera très très cher en maintenance, etc. Donc c'est des choses importantes. Et aussi, si on veut plus qu'un devis, c'est impossible à voir les différences entre les prix si les requirements ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Ensuite. Après, les différences entre les Américains et les Français, je ne vais pas parler sur les choses qui sont les mêmes qu'on a déjà parlé sur, comme on doit avoir un site qui est aussi bien fait en mobile pour tous les pays maintenant. Pour les Américains, il y a beaucoup de règles. Karine a dit que parfois les sites américains ne sont pas belles. Je suis complètement d'accord parce que on n'a pas beaucoup de choix. On doit avoir le background toujours, par exemple, qui est blanc normalement aux États-Unis. On a des règles et on peut juste casser les règles si on est très bien connu comme McDo. Il peut faire les choses pas bien faites parce qu'ils sont déjà assez connus. Ce que je veux dire, c'est qu'aux États-Unis, il ne faut jamais réinventer la roue. Il faut faire ce qui marche, prendre les best practices et avancer. Après, quand vous êtes très fort, etc., vous pouvez prendre des risques, pas en arrivant. Oui. Après, on a 15 secondes pour les Américains pour attirer l'attention. Et ça veut dire pour les Américains qui sont déjà intéressés pour votre entreprise. Ça veut dire qu'il peut être un client, il cherche par exemple quelqu'un qui fait le remodeling, bricolage. Il cherche quelqu'un qui fait ça. Même s'il cherche quelqu'un local qui fait le brico, si ça prend trop de temps pour le site web à télécharger, il ne va pas le regarder, il va partir. Les Américains ont une attention vraiment courte.
on doit faire quelque chose de rapide. Même si on fait le bricot, on ne peut pas mettre des grandes photos. La page d'accueil, ça va prendre trop de temps à charger et il va partir. On doit aussi, Sylvain a dit qu'on peut être flashy avec les Américains. Acheter maintenant. Ça, c'est complètement vrai, mais avec les choses qui coûtent plus, les immobiliers, les services plus hauts, on doit construire la confiance avant. On doit être douce avec les Américains. On doit dire, oh, je suis l'expert à cause de ça, ça, ça. Parce que, encore, il y a beaucoup de arnaques. Le design doit être professionnel, mais simple. Comme Karine a dit, il y a des règles. Ça doit toujours être le même, honnêtement. Même pour les couleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent bleu et blanc aux États-Unis. C'est le truc fait pour les entreprises commerciales. Pour les Français, ça peut être beaucoup plus captivant et intéressant. On peut casser les règles plus, on peut faire des sites web en noir, par exemple. C'est quelque chose qui est fait beaucoup plus maintenant en France. Et aussi parce que c'est un choix pour les entreprises françaises à avoir un site web. C'est pas nécessaire comme c'est aux États-Unis. Complètement nécessaire. Tous les petits commerces ont un site internet de près ou de loin aux États-Unis, ce qui n'est pas du tout le cas en France, quoi. Oui, on trouve. Et après, le temps d'attention est beaucoup plus long pour les gens qui sont intéressés. Si quelqu'un cherche le mec du bricot, il va charger les vidéos, regarder toutes les photos, les choses comme ça, parce qu'il veut voir le boulot. Le marketing est beaucoup plus honnête et direct. On peut dire, je fais ça, vous devez me choisir parce que je fais ça très bien. Tiens, les photos de boulot que j'ai fait déjà. Et après, c'est fini. Avec les Français. Avec les Américains, on ne doit pas les suivre, les guides plus. Et avec les Français, on utilise beaucoup de couleurs et le contenu plus audacieux. C'est plus, on peut utiliser le rouge, le jaune, par exemple. Mais les Américains n'aiment pas le rouge parce que c'est trop direct, c'est trop dur. Je vais prendre, Je précise qu'on est déjà à 11 minutes. Ouais, c'est ce que voilà. Donc, on va passer l'exemple, je vais parler moi. Donc, au niveau de la communication, alors déjà, Karine, super, parce que je partage 300% le même avis que toi sur ce que tu as dit. Merci beaucoup. Au niveau communication, parce que là, on a parlé vraiment que de site web SEO, il est important, à mon sens, d'être partout et de tester ce qui marche ou ce qui marche pas. Ce qui marche à Miami ne marche pas où je suis à Sarasota. C'est hallucinant, mais c'est comme ça. Sarasota et Tampa sont totalement différentes. Moyenne d'âge Sarasota, 65 ans. Tampa, c'est 35 ans. On peut pas faire le même marketing et la même communication selon la zone de chalandise que l'on a. Donc, il est hyper important quand on arrive sur un marché de faire la promotion, de faire un site web, c'est bien. Si personne connaît le site web, c'est comme être quand Carrefour va sortir un nouveau produit qui sera planqué derrière le rayon. Il faut qu'il soit mis en avant. Il faut que vous communiquiez sur vos services sur le site internet. Ou alors, ce sera une business card qui sera dans votre portefeuille. Ce sera la même chose. Donc, il est hyper important d'investir dans les ads, au niveau des moteurs de recherche, c'est là où il y a une intention de recherche pour convertir, et aussi dans les ads au niveau des réseaux sociaux. C'est hyper important. Aujourd'hui, ça bouge, ça fluctue. Peut-être que vous n'aimez pas Facebook, peut-être que vous préférez. Peu importe ce que vous aimez, c'est là où vous pourrez atteindre vos clients. Toute la partie SEO, je la laisse. Du coup, encore, on en a déjà pas mal parlé. Quand vous arrivez, il est hyper important de créer, d'avoir des profils sur les réseaux sociaux, de poster régulièrement. Et aussi et surtout, et c'est extrêmement important en SEO local, on va tous en parler du coup. Le SEO local, il y a Google My Business et il y a différentes autres choses à faire, ce qu'on appelle des citations. Il y a une partie assez simple, Karine a tout à fait raison, et puis une partie un petit peu plus compliquée quand ça devient compétitif. Et donc aujourd'hui, une des principales importance au niveau du ranking au niveau local, c'est d'avoir exactement la même adresse, le même nom, le même numéro de téléphone et les mêmes informations sur l'ensemble des listings. Vous n'avez pas que 10 listings, vous en avez plus de 200.
en fait. Donc, c'est quelque chose vraiment important. Et bien évidemment, le Google My Business et les sites d'industrie comme AVVA, pour les avocats, par exemple, où il faut être présent. Ah bon. Voilà. À vous. Pardon. Dernière chose, comme ça j'ai fait vite. Je vois tous les jours, avec l'agence en tant que président de chambre de commerce, les gens arrivent avec pas assez de budget communication. Vous arrivez avec un site de retail e-commerce, faut prévoir à vendre sur l'ensemble des États-Unis, il faut prévoir au moins $50 000 de communication et de création de site, etc. Vous pouvez pas, c'est hyper important, surtout pour le lancement où on va tester tous les types une fois qu'on aura déterminé l'audience avec des sites comme SparkToro, on va tester différentes choses. Voilà. Donc, il faut arriver avec du budget. Personne n'a l'intelligence suprême, même pas les marketeurs. On fait des tests, on fait des A/B tests constamment. Ça marche pas, avec des designs, créations. Voilà. Parfois, on pense que ça va mal et ça change tout le temps. Absolument, ne perdez pas votre temps même avec un small business. Vous devez trouver des professionnels comme Alex, Karine, je te laisse encore 1 minute. Daniel, voilà, pour initier, etc. On pense, et notamment en France, qu'on est meilleur que les autres, on est le meilleur entraîneur, etc. de foot. Mais en fait, ça s'apprend et ça bouge, ça demande énormément de culture, du digital marketing, d'expérience et de tests, en fait, plus que de formation. Voilà. Pour finir, donc je dirais pensée américain. L'UX est extrêmement importante. Il faut que vous ayez un hébergement qui permette le site internet d'aller rapidement parce que les Américains traduit UX. Ah oui, user experience utilisateur. Ils suivent les étapes mais abandonnent vite. Donc en e-commerce, on est obligé de les rattraper derrière parce que voilà, quand vous faites du e-commerce aux États-Unis, le e-commerce c'est 70% des marketplaces. On n'y échappe pas. Et donc il faut composer avec, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les commissions, etc. Et après, une fois que vous avez lancé votre produit, essayez de les faire revenir sur votre site internet grâce aux newsletters, grâce au remarketing, grâce à plein de choses. Voilà, on utilise, comme l'a dit Karine très justement, nous on utilise, ça fait les AI et notamment pour écrire, ça fait plus d'1 an qu'on les utilise. Et il faut utiliser les outils marketing comme des outils et pas comme quelque chose qui va remplacer votre action. Ça fait pas le Voilà. boulot. Ça fait pas le boulot. Voilà. Alexandre, je suis obligé de te couper pour qu'on puisse tous. Non, mais c'est le modèle. Essayez de rattraper le retard. Voilà, essayez de rattraper le retard. mais c'était très bien. C'était très bien. Je vais donner la parole à Daniel. Je parle sur les réseaux sociaux. Tu as parlé des réseaux sociaux. Typiquement, par exemple, sur les réseaux sociaux, prenez des réseaux sociaux adaptés à votre cible. Typiquement, il y a des business qui communiqueront plus sur LinkedIn, d'autres plus sur Facebook. Facebook marche encore très très bien aux États-Unis. Ah, oui. Chaque Facebook est en perte de vitesse en France. Facebook aux États-Unis, sur une certaine clientèle, Facebook est une très 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 grosse source de business. Donc typiquement, voilà, sur le budget marketing, oui, gardez un budget marketing. Et là, je vais être un petit peu provocateur. Je suis fatigué des dossiers où on me dit qu'on a un budget de $20 000 de marketing et que quand on arrive, les $20 000, ça se transforme en un joli pick-up truck, mais qu'en fait, on met 0 en marketing. Non, le pick-up truck, c'est mignon, ok, mais achetez une Kia d'occasion et gardez 15 000 pour votre marketing. Daniel, c'est à toi. Je vais donc reprendre mon écran et partager, je pense, ceci. Alors, voilà, et donc c'est à partir de la 18 de mémoire. Hein. Exactement. Voilà, Daniel, vas-y. Bonjour à tous. Donc moi je viens compléter les dires de mes différents collègues aujourd'hui. Moi je vais avoir un focus un peu plus technique et un peu plus centré sur la partie référencement naturel. Pour deux bonnes raisons principales, c'est que parmi toutes les sources de trafic et de business que vous pouvez avoir sur votre activité aux États-Unis, le SEO reste un levier extrêmement puissant. Et la deuxième raison que je vais voir au fur et à mesure des slides, c'est qu'en fait le SEO va vous aider aussi énormément à comprendre le marché américain.
C'est-à-dire que si vous avez une activité en France et que vous vous lancez aux États-Unis, Google va vous aider à comprendre en fait vos prospects, leur manière de fonctionner et une bonne partie de la culture. Et avant de démarrer cet aspect-là plus marketing, je vais faire d'abord un petit focus sur des aspects techniques très terre à terre, mais qui peuvent réduire à néant tout votre référencement naturel. Nous, je sais que c'est des choses sur lesquelles on peut se battre avec certains clients où on leur dit, bah voilà, vous avez dépensé 30 000 euros dans votre site, bah voilà, il faut remettre 15 000 parce qu'il faut corriger techniquement tout ce qui n'a pas été fait dans les règles de l'art. Donc, je vais commencer, moi, on va dire, par des points un peu plus techniques, un peu plus terre à terre, mais qui sont indispensables. La première chose, c'est que je pars du principe que vous avez une activité en France, vous voulez vous lancer aux États-Unis. Théoriquement, vous allez avoir un site en .fr pour la France, ça pas de souci. Mon premier conseil, ça va être de prendre un nom de domaine dédié. Je vais prendre un .com, éventuellement un .us. Alors le .com, juste pour expliquer un petit peu les moteurs de recherche, le nom de domaine, le .com, ce qu'on appelle le TLD, le Top Level Domain, pour Google a une importance puisqu'en fait il a l'habitude d'avoir des Top Level Domaines soit géographiques, soit thématiques, soit certains qui sont spammés. Par exemple, si vous avez un .biz, je vous le déconseille très fortement puisque c'est très associé à des notions de spam. Et donc le .com, c'est le nom de domaine parfait pour en tout cas toute la langue anglaise, de manière générale, pas que aux États-Unis, mais au niveau international. Je vous conseille aussi d'un point de vue technique d'éviter les sous-domaines, par exemple en.monactivité.fr, ou encore pire les répertoires, monactivité.fr/en/ etc. avec vos langues. Ça, c'est vraiment un point juste technique qui va vous faciliter le référencement naturel et surtout, pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, c'est que ça va vous aider aussi en termes marketing. Il est beaucoup plus simple de communiquer aux États-Unis avec un .com que si vous aviez un .fr avec un répertoire pour la langue anglaise. Ça, c'est un petit point technique qui est tout bête, mais qui va avoir une importance cruciale. Le deuxième point, alors Sylvain, je vais te demander de passer la slide. C'est un point technique aussi qui est très terre à terre, qui n'est pas très passionnant, mais qui est indispensable si vous avez du multilingue. C'est-à-dire vous avez un site français et un site pour le marché américain. Vous pourriez aussi avoir d'autres langues, je ne sais pas moi, pour le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, que sais-je. Il y a un point clé technique qu'il faut impérativement vous vérifier, c'est ce qu'on appelle le balisage hreflang. Alors le balisage hreflang, quand vous êtes un internaute, vous ne le voyez pas, c'est dans le code de votre page web. Ce balisage hreflang, c'est ce que vous voyez sur la première ligne, là, le link rel alternate hreflang, etc., etc. Et grosso modo, c'est ce qui va indiquer à tous les moteurs de recherche la langue de la page sur laquelle ils sont et surtout les pages qui ont été traduites. Ce qui va permettre à un moteur de recherche de faire le lien entre une page d'accueil anglaise, une américaine, une allemande, une française, et ainsi de suite. Ça, c'est indispensable dès que vous allez vous lancer sur le marché américain. Vous devez impérativement avoir ce type de balisage. Et donc, l'agence avec laquelle vous allez travailler ou votre référenceur, votre développeur doit impérativement s'assurer de faire ça. Je rajoute un petit tips parce que pour le coup, pour certains cas de figure, alors ça ne concernera pas un grand nombre d'entre vous, mais c'est important à savoir. Le hreflang, à la base, va cibler une langue. Je vais cibler l'anglais, je vais cibler le français, pardon, le portugais, l'allemand, et ainsi de suite. Et en fait, il est en deux parties sur hreflang. Ce que vous voyez en bas de ma slide, le ENUS, le ENCA, c'est qu'en fait, vous pouvez après aussi cibler le pays. C'est-à-dire que vous pourriez très bien avoir plusieurs sites qui sont tous en anglais, mais qui vont chacun cibler un pays différent. Ça rejoint exactement ce qu'ont dit mes trois camarades juste avant. Quand vous allez dans un pays, là on parle des US, mais en fait c'est valable pour n'importe quelle autre zone géographique, il y a une culture qui est différente. Et donc, si je cible le marché anglais et je cible le marché américain, j'ai pas du tout le même mode de consommation, j'ai pas la même culture. Donc, j'ai des sites différents. Et donc, ce qui veut dire que j'ai aussi un balisage hreflang qui est différent pour chacun des pays que je veux cibler. Donc, c'est à la rigueur, si vous n'êtes pas technicien, vous n'êtes pas développeur, entre guillemets, c'est pas votre responsabilité de le faire, mais c'est juste à vous de demander que ce soit correctement mis en place par les différents prestataires avec lesquels vous allez travailler. Ça, c'est vraiment des choses, c'est tout bête, mais qui peut des fois vraiment vous nuire. Ensuite, troisième point technique, alors je vais te demander de passer, Sylvain, s'il te plaît, la slide. Celui-là, il est beaucoup plus terre à terre, et puis en plus, celui-là, alors ça te permet de rebondir sur plein de choses en même temps qui sont intéressantes. Quand vous allez vous lancer aux États-Unis, il est impératif que vous mettiez un suivi de positionnement dédié. Alors, je m'explique en termes de positionnement d'abord. Le but du jeu est de savoir votre site internet aux États-Unis,
à quelle place il se trouve dans Google quand on tape votre mot-clé. Parce que vous voyez, dans les deux captures d'écran, j'ai tapé le mot-clé chocolate et je vais me dire, tiens, moi je vends du chocolat, je veux savoir à quelle position je suis. Quand on fait du référencement naturel et quand on veut aussi suivre sa concurrence parce que c'est un énorme outil de veille concurrentielle, je vais mettre un suivi de positionnement en ligne. Ce suivi de positionnement en ligne va m'aider à comprendre où est-ce que j'en suis. Et si je dis dédié, c'est qu'en fait, mon positionnement en France et mon positionnement aux États-Unis ou dans différentes zones géographiques aux États-Unis va avoir une influence énorme. Si vous regardez la capture d'écran de gauche, j'ai tapé chocolate, je suis moi basé à Nantes en France, et quand je tape ça, en fait, j'ai des résultats en anglais, mais en fait qui sont basés avec ma zone géographique. C'est-à-dire que le deuxième résultat, c'est lamaisonduchocolat.com, c'est une société française, mais c'est parce que juste je suis basé à Rosé et que j'ai l'impression qu'elle est deuxième et je me dis: «Tiens, j'ai fait, vachement bien mon travail, voilà, je suis bien positionné». Dans la capture d'écran de droite, je refais la même recherche. Cette fois-ci, je demande un suivi générique. Je demande: «Donne-moi le résultat moyen aux États-Unis pour cette recherche» et pour le coup, j'ai pas du tout le même affichage. La deuxième chose qui est importante dans cette capture, c'est qu'il y a un point qui est hyper important dans Google à comprendre, c'est que Google, son taf, son but, c'est de gagner de l'argent avec de la publicité et pour ça, il doit donner envie aux gens de revenir, de répondre aux besoins de l'utilisateur. Donc, si je tape chocolat, Google va se dire: «Qu'est-ce que la personne recherche?» Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre une SERP américaine et une SERP française, j'ai pas le même affichage. Si vous regardez bien la différence entre les deux, ce qui apparaît en premier dans la SERP américaine, donc la page de résultats, c'est des stories, c'est des actualités, c'est des articles qui vont être récents. Ce qui n'apparaît pas du tout dans le résultat français, dans lequel je vais avoir quelque chose de beaucoup plus informationnel. J'ai la page Wikipédia qui est le premier résultat qui apparaît directement. Donc, cette page de résultats va vous aider à comprendre aussi ce qu'attendent vos internautes, puisque c'est exactement la même question que c'est de poser tout simplement le moteur de recherche. Qu'est-ce que la personne recherche quand il tape chocolat? Si tu passes sur la slide d'après, Sylvain, ça me permet de rebondir sur encore ce qu'avaient dit mes collègues. J'ai refait deux autres captures d'écran, toujours sur la même recherche chocolat. Et sauf que cette fois-ci, à gauche, j'ai un résultat générique. Je lui ai demandé, dis-moi aux États-Unis, donne-moi un résultat sur le terme chocolat. Tandis qu'à droite, je suis de mémoire à Chicago. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de ma zone géographique où je vais m'implanter, en fonction aussi de mes ambitions, c'est-à-dire que si demain vous vous lancez aux États-Unis, est-ce que votre objectif c'est de cibler l'intégralité du marché américain ou alors vous allez vous dire: «Bah non, je vais commencer par zone, soit par ville, soit par, État», bah, ça va avoir aussi de l'importance et c'est pas les mêmes résultats. Vos résultats vont changer et donc un des conseils de base quand vous allez cibler une zone géographique, quelle qu'elle soit, d'ailleurs même si vous restiez en France, en ciblant le français, vous devez suivre votre positionnement pour savoir où est-ce que vous en êtes et surtout vous allez aussi pouvoir suivre ce que font vos concurrents. Ce que je vous conseille là-dessus, alors Sylvain, je peux te demander de passer la slide. Ce que je vous conseille dessus, c'est de utiliser des outils, dédiés. Alors là, moi, je vous en cite, 3, que je connais qui, marchent très bien. Il y en a des dizaines, des dizaines, des dizaines. MonitorRank, Ranks, MyPoseo. Vous payez et tous les jours, ils vont vous dire sur tous vos mots-clés où est-ce que vous êtes. Sachez que vous pouvez aussi le faire manuellement. C'est ce que j'ai fait pour mes captures d'écran. Vous voyez ici, là, j'ai fait un copier-coller de mon URL de recherche dans Google, ce qui me permet de voir en termes de référencement naturel quand je vais, chercher un peu ce que les gens, quels sont mes concurrents sur une requête donnée ou ce que Google va afficher comme type de résultat. Je vais avoir ce type de recherche et je vous mets juste quelques petits tips sur des paramètres d'URL que vous pouvez voir, dans lequel je vais avoir ma recherche, donc là le terme chocolate, mais je vais aussi lui dire, je veux pas de personnalisation, c'est-à-dire que ne prends pas en compte mon historique de recherche. Je veux cibler les États-Unis et puis là dans le magnifique code que vous avez ici, je lui dis, bah, en fait je cible la zone géographique de New York. Donc vous voyez le dernier paramètre UELE. Alors si ça vous intéresse et que vous voulez faire ce type de petite recherche manuellement pour cibler par ville, etc., sachez que vous tapez search paramètre UELE, il y a des outils en ligne qui vous donnent les paramètres. Vous dites je cible Chicago, je cible Dallas, Las Vegas, etc. Ils vont vous donner la zone géographique. Mais là où je veux en venir, c'est que si je fais du référencement naturel, je dois avant tout absolument suivre mon référencement naturel et surtout faire une vraie analyse de référencement. Ce qui m'amène à mon point suivant et je vais sortir de l'aspect technique, Sylvain, si tu veux bien. C'est la base. Alors d'ailleurs, là, on est sur une conférence sur le fait de se lancer aux États-Unis, mais c'est applicable à n'importe quel secteur d'activité et même au lancement en France, tout simplement, pour un démarrer. Commencez par un audit de mots-clés. Il y a plein d'outils, certains payants, certains gratuits. On a parlé de SEMrush tout à l'heure qu'on a cité. Vous avez Systrix, vous avez votre propre Search Console.
Alors, je rentre pas dans les détails. Il y a des dizaines de tutoriels et de conférences qui parlent de comment on fait un audit de mots-clés, le pourquoi du comment. Je vous invite à aller les consulter parce qu'ils le font très bien. Mais le but du jeu, c'est que si demain je me lance aux États-Unis, comme l'ont dit mes collègues, on ne se contente pas de traduire. On va essayer de comprendre notre clientèle, la culture du pays dans lequel on va aller. Et surtout, on va essayer de comprendre quels sont nos concurrents et comment nos futurs clients vont rechercher et consommer. Cet audit de mots-clés va permettre de dire que peut-être qu'il y a des typologies même de produits qui ne valent pas du tout la peine d'être lancés aux États-Unis, alors que d'autres vont fonctionner. Alors je donne un exemple, alors pour le coup, c'est pas aux États-Unis, mais c'est un exemple flagrant. Il y a quelques années, enfin pas mal d'années, Carrefour avait essayé de s'implanter au Japon avec le même modèle économique de grande surface. Et sauf que le modèle de consommation au Japon, c'est pas du tout une grande surface, c'est d'aller dans un petit magasin et de faire ses courses pour 1 ou 2 jours maximum. Ils se sont cassés la gueule parce qu'en fait, ils ne sont pas partie de la culture en fait et du mode même de fonctionnement de leur clientèle. Aux États-Unis, c'est pareil. On a une approche qui est beaucoup plus commerciale, beaucoup plus incisive, on va dire, par rapport à un marché français. Et cette étude de mots-clés va vous permettre de comprendre en fait ce que les gens recherchent, comment ils expriment leurs besoins quand ils sont sur Google, et surtout, ça va après vous aider à définir toute la structure de votre site. Savoir quelles sont les catégories, les sections, quels sont les types d'informations que les gens recherchent, etc., etc. Ça, c'est des choses qui vont être assez importantes. Sylvain, est-ce que tu peux passer la slide d'après, s'il te plaît? Ensuite, vous allez avoir les contenus. Alors, on se répète, hein, tous les 4, enfin tous les 5, pardon, sur on ne traduit pas juste un contenu. En fait, la meilleure chose à faire, c'est effectivement d'abord de partir de la zone géographique que vous ciblez, de leurs besoins, de leurs attentes de la culture, pour créer les contenus spécifiques dont ils ont besoin. Théoriquement, le conseil qu'on a déjà tous donné, c'est ne traduisez pas. Dans certains cas, ça peut marcher quand même de traduire, mais on ne se contente pas d'une simple traduction, c'est-à-dire que déjà on adapte. C'est pas j'ai un produit, je vais juste le traduire et ça va marcher. C'est je repars de l'expérience utilisateur et du besoin de mon futur client et je reprends mon texte français que je peux réutiliser en partie quand je vais le traduire, mais je ne fais surtout pas un copier-coller. Et on l'a déjà dit tous, on le fait faire par un Américain. C'est-à-dire que si je me lance aux États-Unis, j'ai un Américain qui va rédiger mes textes. Si je me lance en Allemagne, je vais prendre un Allemand. Et je vais faire ça pour tous les pays que je voudrais cibler en long, en large, en travers, mais c'est super important. Et pourtant, c'est quasiment jamais fait. Nous, on a plein de clients qui nous disent, bah voilà, tiens, je me suis lancé aux États-Unis, vous avez fait comment? Bah, j'ai traduit, j'ai même fait un DeepL, voilà, j'ai passé mes textes dans DeepL, j'ai fait un copier-coller. Alors, pour ceux qui connaissent pas DeepL, c'est un outil de traduction automatique. Bon, c'est la base, c'est très bien, mais si vous voulez faire un vrai site et vous lancer, malheureusement, c'est pas du tout assez efficace. Sylvain, est-ce que tu peux passer la slide d'après, parce que je vois que le temps passe vite en plus. Ensuite, parce qu'on parle beaucoup de contenu, en fait, il y a une autre chose qui est hyper importante, et c'est pour ça que je reviens aussi à l'analyse de l'affichage des pages de résultats de Google, c'est qu'en fait, en fonction de la requête que tape l'internaute, en fonction de son besoin, Google va pas avoir le même besoin derrière qu'il veut mettre en avant. C'est-à-dire que des fois, on va pas se contenter uniquement d'avoir de la traduction et du texte, mais on va aussi développer des fonctionnalités. C'est-à-dire qu'en fonction du besoin utilisateur, peut-être que pour le marché américain, j'ai peut-être besoin d'un formulaire supplémentaire. J'ai peut-être besoin d'un simulateur. J'ai peut-être besoin d'une vue en 3D. J'ai peut-être besoin de choses que mon marché français n'a pas besoin. Ou à l'inverse, des choses que moi j'ai en France que eux n'ont pas besoin. Donc, adaptez pas uniquement vos textes, mais adaptez votre design, vos fonctionnalités, l'ergonomie, tout le parcours utilisateur. C'est vraiment des réflexions à avoir, à prendre le temps pour vraiment, vraiment, faire un travail qui va être efficace. Tous. Et Sylvain, après, dernière slide, et puis après, on pourra tous répondre aux différentes questions que les gens ont pu avoir en nous écoutant. C'est que si vous vous lancez aux États-Unis, alors moi je parle avec ma casquette SEO, mais c'est ce que je marque à la fin de la slide, c'est valable pour tous les autres axes d'acquisition de trafic. C'est qu'en fait, si je me lance aux États-Unis, il me faut une stratégie SEO qui soit dédiée. Et surtout, ça a déjà été dit, des moyens dédiés. C'est pas juste, je suis basé en France, j'ai mis mon site en anglais et mon site anglais va marcher. C'est qu'il faut que j'ai une équipe et un budget dédié pour le marché américain. Il faut que j'ai de l'argent, par exemple pour la partie SEO, c'est ce que je mets pour le suivi technique, pour rédiger de nouveaux contenus, pour faire de l'acquisition de popularité, ce qu'on appelle du netlinking, parce que ça prend du temps, c'est chronophage, et que votre site américain qui vient d'être créé, bah, il y a tout à recommencer. C'est pas parce que ça marche très bien en France que la simple traduction va fonctionner toute seule. Il y a un vrai boulot. Et après, même si moi je prêche pour ma paroisse en tant que référenceur, je vais vous dire, faites du référencement, c'est le nerf de la guerre, c'est indispensable. Comme le disait, je crois de mémoire tout à l'heure Alexandre, allez chercher les autres canaux d'acquisition. Et là aussi, il vous faut un budget, une stratégie qui va être dédiée sur votre emailing, sur vos réseaux sociaux, sur tous les autres axes d'acquisition qui peuvent exister en long, large et en travers.
Donc voilà, c'était voilà, mon petit focus SEO. Après, je pense que Sylvain, tu pourras reprendre la parole pour après qu'on nous on réponde aux questions. Alors, bah, avant toute chose, je tiens à remercier. On va prendre des questions effectivement, mais quand j'ai voulu organiser c'est parti. En fait, c'est parti de Daniel qui, à un moment donné, sur LinkedIn, a dit j'ai des disponibilités pour faire des interventions. J'ai passé un texte en disant écoute, on pourrait faire un truc sur les sites américains, les sites pour les Français qui s'installent aux États-Unis. Là-dessus, assez logiquement, j'ai pensé effectivement à inviter Karine et Alexandre Echona. Je savais que j'invitais des grands professionnels, mais je suis absolument ravi de ce webinaire qui est un outil pour tous ceux qui auront assisté, qui est un outil extraordinaire. C'est-à-dire que là, il y a vraiment, on est parti effectivement du plus large stratégique à web design jusqu'à vraiment du ultra précis comme tu as fait Daniel, mais véritablement là, on a quelque chose d'extraordinaire. Dans les choses que je voulais, dans les anecdotes que je voulais donner, tu as cité Carrefour qui s'est planté au Japon. Moi, je vais citer Decathlon, Decathlon qui est venu 2 fois aux États-Unis, qui s'est planté 2 fois. Honnêtement, j'aimerais comprendre pourquoi. Parce que leurs produits sont top, mais les 2 fois, ça a été échec. Donc voilà. Qu'est-ce que je pense qu'en fait, à mon avis, une des plus grosses problématiques de Decathlon, en fait, c'est mon avis. Après, on pourrait effectivement discuter dessus. Mon avis, c'est qu'ils n'ont pas identifié les attentes du marché. Le marché du sport aux États-Unis n'est pas un marché cheap. Le marché du sport aux États-Unis, les gens mettent de l'argent, beaucoup d'argent dans leur sport et sont très 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 sensibles marque. Et typiquement, vous achetez, moi je fais du vélo, et ben on achète des Cannondale, on achète des Specialized, on n'achète pas le Walmart. Et Decathlon, je pense qu'ils ont très très mal positionné leur offre. Les gens n'ont pas compris l'offre. Et c'est dommage parce que honnêtement, un Decathlon aux États-Unis, ça nous manque. Bon, question alors. Est-ce que vous avez voilà, si déjà il y a eu beaucoup. J'ai essayé au fur et à mesure de taper dans le chat des réponses, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions très concrètement, on va pas en prendre beaucoup parce qu'on a des intervenants qui ont des obligations de timing. Donc concrètement, il est 12h04, à 12h10, on arrêtera. Donc, est-ce que déjà je peux prendre une question? Est-ce que quelqu'un a une question tout de suite? Décathlon. On ne rêve pas de porter du Décathlon, c'est vrai. Quel budget pour un small business? Alors, il faudrait déjà déterminer ce qu'est un small business. Voilà, il faudrait déterminer ce qu'est un small business. Ça dépend entre un salon de coiffure, un salon de coiffure, quelqu'un qui va vendre des voitures, quelqu'un, voilà. Voici, il y a des compétiteurs nationaux. Pizza et landscaping? Ça peut être difficile parce qu'il y a des entreprises qui font les pizzas partout pour les États-Unis. On doit avoir la compétition avec Domino's. Mais les pizzas, faut oublier, il y a trop de compétition, vous n'aurez pas le budget pour. Non, si c'est local, pas nécessairement. On doit faire quelque chose d'unique qui n'a pas le même air que Domino's ou quelque chose comme ça. Ça doit être français ou italien, petit, cute. Chouette. On doit avoir un concept. Sinon, ça va pas marcher parce qu'on a beaucoup de compétition. Je pense que c'est très difficile de répondre. De différer un budget, voilà. De répondre. Ça dépend de la zone, de l'audience. Parce que c'est local SEO, ça dépend de l'area. Ce qu'on peut quand même dire, parce que c'est évidemment que ça dépend toujours, mais on peut quand même expliquer la structure des coûts. Et après, elle se duplique sur un certain nombre de choses. Mais je pense que avant de décider de savoir si on part dans un site web à des fortunes, il y a des sites pour lesquels ça me paraît indispensable parce que quand c'est des sites techniques e-commerce qui tournent déjà, il y a un track record, il y a quand même des choses qui doivent être dupliquées. Et donc, parfois, ça peut démarrer juste pour le site web à 15 000. Hein. Et c'est juste pour le site, on n'a pas encore parlé des contenus et du reste. À l'inverse, il faut quand même le dire avec transparence. Aujourd'hui, quand on est un commerce local, vous avez quand même aujourd'hui des tonnes d'outils de no-code qui vous permettent de lancer un site assez rapidement et de le faire limite vous-même.
il y a des dizaines de templates, c'est possible. Ça ne veut pas dire que du coup, ça réduit le contenu à zéro, mais ça veut dire simplement que le contenu, le budget est à zéro. Ça veut dire que, par exemple, vous pouvez prendre un template déjà existant, mais il faut mettre le paquet sur le design. Parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, le design est quasiment plus important que la technique du site web lui-même, parce que objectivement, bon, on fait du Magento, on fait du Shopify, on fait du WordPress, il n'y a pas besoin de non plus, c'est pas des trucs hyper complexes, sauf encore une fois cas de gros sites complexes, mais dans ces cas-là, il y a des développeurs, en général la marque française vient avec son staff, mais il y a un budget qui est quand même une enveloppe au départ, site web design à compenser, il y a un budget contenu et détermination d'audience qui me paraît crucial. Et la dernière chose sur laquelle je suis désolée, Daniel, je ne vais pas être populaire, mais je vais le dire quand même. Je pense que c'est essentiel de mettre le paquet au départ sur la stratégie SEO et sur le travail, mais colossal, de quel est le mot-clé, quels sont les mots-clés. Il faut avoir le planning de contenu, même si vous faites des trucs de niche, c'est absolument indispensable. Et ça coûte des sous. Dans ma tête, j'ai à peu près 15-20 000 pour englober tout ça. En revanche, si vous me demandez, est-ce qu'il faut payer tous les mois 2, 3, 4 000, 5 000 $ pour avoir du SEO, je vous réponds tout de suite, je pense que pas du tout. Je pense que pour le coup, c'est beaucoup trop. Et je pense que, alors ça dépend encore une fois du volume d'audience, du volume de business que vous générez grâce au site, des ambitions que vous avez mis sur votre création de contenu. Mais le mythe qui consiste à dire qu'il faut payer, en tous les cas, sans comprendre ce que vous payez, ça, je pense que c'est une grosse erreur que les entrepreneurs font tout le temps. J'ai eu la chance d'interviewer sur ma chaîne YouTube où j'interviewe des marketeurs américains, un professionnel qui s'appelle Andy Crestodina, qui fait du site web, des sites web complexes, qui est une bombe en SEO parce que, comme l'a très bien expliqué Alexandre Chala et Daniel, vous ne pouvez pas séparer les deux. Ça ne sert à rien de faire un site web si vous n'avez pas une stratégie SEO aujourd'hui. C'est même une bêtise. Voilà, je pense que c'est vraiment stupide. Mais en revanche, quand vous posez la question à Andy, il vous dit clairement, c'est pas responsable quand on est un entrepreneur aujourd'hui de déléguer ce genre de budget SEO sans comprendre un minimum ce que vous déléguez. Et pour ça, je vais le dire de manière très claire, je pense qu'il faut intégrer dans votre budget marketing un budget formation. Aux États-Unis, c'est une grande différence. C'est une grande différence avec la France. Aux États-Unis, tout le monde paye cher pour se former. Et les entrepreneurs en premier. En France, le gros problème, c'est que comme c'est pris en charge, on considère que c'est relégué à un truc genre, c'est quand je suis salarié, je prendrai sur mes 35 heures ou je sais pas pour faire mon temps formation. C'est une grosse bêtise. Quand vous payez pour vous former, je peux vous dire que vous êtes tout à coup très concerné et que vous ne cherchez pas à ne pas comprendre. J'étais sûr que Christina allait intervenir. J'étais sûr que Christina allait intervenir. Christina qui effectivement est très concernée. Regardez aujourd'hui qui organise cette conférence. Sylvain est l'exemple type de l'entrepreneur intelligent. Il n'est pas à la base SEO geek, c'est pas son truc. Il n'est pas porté sur le design, il n'est même pas à la base de formation de marketing. Pourtant, mais regardez le niveau, il cherche systématiquement à se former lui-même. Il écrit des bouquins, il lit des contenus, il s'abonne à des newsletters, il cherche, il chine, il pose des questions, il organise. Mais c'est exactement l'exemple de ce que vous devez devenir en tant qu'entrepreneur. Vous ne pouvez pas laisser des zones d'opacité sur votre budget marketing. Il faut mettre Voilà, excuse-moi, ce que je voudrais vraiment insister là-dessus, je veux insister sur deux choses. Il y a un mot qui est revenu plusieurs fois, et là, je vais basculer un petit peu sur communication digitale, mais réussite de vos projets aux États-Unis. Attention, certains vont peut-être mal le prendre. Ok, je dis pas toujours des choses qui plaisent. Le pire, c'est venir aux États-Unis en n'ayant pas été entrepreneur avant, en n'étant pas professionnel du métier dans lequel on vient, en ayant un anglais limite, en ayant un investissement limite. Là, c'est la spirale pour se planter. J'allais dire, si je devais en choisir un prioritaire, c'est véritablement, effectivement, d'être avant tout un entrepreneur. Donc, dans les critères, j'accompagne des gens aux États-Unis depuis 13 ans. J'ai accompagné, j'allais dire aujourd'hui, je pense, entre 150 et 200 projets. Dans les critères que j'ai vus les gens se planter, véritablement, j'ai vu des gens qui
venez aux États-Unis avec le visa E2 entrepreneur. Pourquoi? Parce que c'était la seule façon de venir aux États-Unis. Parce que malheureusement, les visas sont ce qu'ils sont. Et c'est difficile de venir aux États-Unis. Le visa E2 est le plus simple, entre guillemets. Mais si on vient aux États-Unis avec une famille de 3, avec 50 000 $, sans parler anglais, en s'installant dans un métier qu'on ne connaît pas, en n'ayant jamais été entrepreneur avant, c'est pas le rêve américain que vous allez avoir, c'est un cauchemar. Donc là, attention, voilà, vraiment la notion d'entrepreneur. Pour revenir juste sur la communication digitale, le SEO, le référencement, c'est quelque chose que vous pouvez commencer avant. C'est-à-dire qu'il y a des étapes que vous pouvez commencer avant. Commencez à travailler sur préparer votre stratégie. Quelle est la mission de votre entreprise? Quelle vision vous avez? Quelle est la mission? Commencez déjà à dire quelle est ma vision, à quoi je veux m'attaquer, et ensuite, quelle est la mission stratégique de mon entreprise? Ça, c'est 2 phrases. La vision, c'est une phrase, la mission, en général, c'est moins de 12 mots. Donc, vous avez votre vision, vous avez votre mission. Si déjà vous avez ça, c'est déjà pas mal. À partir de là, vous commencez à réfléchir, qu'est-ce qu'il faudrait que j'écrive pour parler de ce sujet? Ça, vous pouvez le faire avant. Et puis, quand bien même le site Internet, vous pouvez à distance prendre un hébergement aux États-Unis, commencer à poser un WordPress de base, mais vraiment le truc de base, et à mettre déjà du contenu dessus en anglais, parce que ça, Google, il va commencer à dire, ce site, il est là depuis 1 an. Par exemple, votre projet, il est dans 1 an ou 2. Vous allez dire, ben, ce site, il est là depuis 1 an, il parle de ça. Même si vous ne rankez pas du tout, enfin, vous ne rankez pas, même si vous n'êtes pas positionné du tout, c'est déjà une première étape. Je vois des gens qui, la plupart des clients, le site Internet, ils le font quasiment en dernier. Non, il faut le faire le plus tôt possible. Il faut le mettre dans le... Et typiquement, mettez-le dans... Ça, c'est pris dans votre... Si c'est un visa E2 que vous faites, dans votre investissement, c'est pris. Si vous mettez 5 000 $, 10 000 $ dans votre site Internet, et ben, typiquement, ça fait partie de l'investissement. Alors, voilà, après tout le truc, j'espère que ce webinaire vous aura convaincu d'une chose, c'est qu'il faut choisir ces 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, il faut choisir à qui on les confie. Il faut les confier effectivement à des bons professionnels. Il faut, de votre côté, on a parlé de cahier des charges, préparez, ayez très clairement ce que vous voulez faire et préparez. Des fois, moi, j'interviens sur des ventes de business, des fois, je vends des business avec des sites, passez-moi l'expression, tout pourri. C'est génial que je vends un business avec un site tout pourri. Il ne rank pas du tout. Parce que mon client va pouvoir faire un vrai bon site et pour le coup, va pouvoir récupérer de la clientèle que le vendeur n'avait pas. Des fois, on vend des business où alors là, tout est au top. Bon, quand on vend un business où tout est au top, des fois, il faut arriver à reprendre aussi bien. Il est midi et quart. Vas-y, Karine. Oui, ça ne vous dérange pas. Je vous dis au revoir à tous. J'ai écrit Karine. Allez, merci Karine. Merci encore. Super intervention. De toute façon, on va continuer juste 2 minutes. Merci encore. Donc voilà, moi ce que je veux redire ici, c'est vraiment merci. On a des super pros sur cette chose-là. Daniel a parlé j'ai parlé dans le truc, il y a quelque chose qui s'appelle le SEO Camp. Qui a lieu en juin. Le SEO, c'est quelque chose de technique, etc. Le SEO Camp, c'est peut-être plus à destination des professionnels, mais si vous êtes une entreprise qui a l'intention de s'implanter aux États-Unis, peut-être, Daniel, comme tu fais partie maintenant du conseil d'administration du SEO Camp, il y a peut-être un truc à faire là. En fait, on est là une grosse association en fait du référencement naturel sur le sol français. Il y a plein d'événements. Il y a le gros événement qui a lieu les 29 et 30 juin. Si vous êtes en France à ce moment-là, honnêtement, je vous invite à venir. De manière générale, ça me permet de rebondir sur ce qui a été dit sur le fait de se former. Les événements SEO, que ce soit en France ou aux États-Unis, parce qu'il y en a aussi plein aux États-Unis qui sont très bons en termes d'events, c'est un très bon moyen de se former. De se faire du réseau. Je sais que tout à l'heure, dans les questions, j'ai vu passer une question de comment est-ce que je sais si mon prestataire est bon ou pas bon. Mine de rien, quand vous allez à un événement SEO et que vous rencontrez des agences, des freelances, des développeurs, voilà, des consultants, ça permet d'échanger. Vous allez voir ceux qui sont à peu près raccord avec tout le monde, ceux qui ont l'air perdus, parce que ça peut arriver. Mais en fait, c'est un excellent moyen de se former. Et donc, oui, effectivement, moi, je fais partie depuis peu du conseil d'administration du SEO Camp. Donc, en tout cas, en France,
Venez à nos événements, il y en a plein. De mémoire, il y en a un à Strasbourg là dans les semaines qui viennent aussi. Enfin, faut pas hésiter à venir. Et puis voilà, peu importe, cherchez des événements SEO proches de chez vous pour mieux comprendre ce que c'est que le SEO et pouvoir l'appliquer à votre activité et comprendre vos prospects. C'est ce que je veux dire. C'est un très très bon moyen de comprendre son activité et ses futurs clients. Quelques mots de Shona avec ton accent so charming. Alex est parti pour 2 secondes. Ah, merci Sylvain, c'est gentil. Honnêtement, je vous conseille à rester avec la communauté française. Même pour moi, maintenant, c'est vraiment difficile à trouver des experts américains. Il n'y a pas de marques, il n'y a pas de sites où on ne peut pas manipuler les résultats. Même si c'est notre boulot, on peut le faire si on veut. Aux États-Unis, excuse-moi, je te coupe, le bouche à oreille est très important. 65% des offres d'emploi sont pourvues par bouche à oreille. Et sinon, les vrais témoignages, on doit avoir la possibilité de parler avec quelqu'un qui a déjà travaillé avec cette agence. Pour tout type de service d'ailleurs, les reviews sont extrêmement importantes. Donc de répondre, mais ça peut être faux. Construire, build du trust, construire de la confiance avec le consommateur, quoi. Voilà. Oui. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, pour absolument tout aujourd'hui, ma source pour trouver, typiquement, je suis en train de faire repeindre ma maison. Si je cherche sur Internet quel est le best house painter, ils sont tous les meilleurs. Ils sont absolument tous les meilleurs. Tous les Américains sont les meilleurs. Ce qui n'empêche pas que certains vous font un travail de sagouin. Il n'y a pas d'autre terme. Il faut un travail. Comment je vais trouver? Nous sommes dans un quartier qui s'appelle Avalon Park à Orlando. Je vais sur le groupe Facebook du quartier d'Avalon Park. Je pose la question sur le groupe Facebook. Je veux faire repeindre ma maison. Oui. Qui a fait repeindre sa maison? Donnez-moi des noms. Et là, bring, arrive. Et là, concrètement, j'ai un gars qui s'appelle The English Painter qui va repeindre ma maison sous peu parce que tout le monde m'a dit sur le groupe, le meilleur, c'est The English Painter. Le meilleur, c'est The English Painter. Exactement. On a eu des professionnels. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait installer un thermostat Google Nest. Il y a 2 professionnels coup sur coup qui sont venus pour m'installer le thermostat Google Nest. J'ai cru que je les tuais. J'ai payé ni l'un ni l'autre. J'ai cru que je m'énervais. J'ai dit, mais c'est juste pas possible, quoi. Mais si vous venez, que vous n'avez même pas un tournevis testeur pour voir s'il y a le jus sur les fils, mais venez pas, quoi. Et au final, pour l'anecdote, j'ai fini par faire YouTube, do it yourself, et c'est mon fils de 15 ans qui a installé mon Google Nest. Donc tout ça pour dire que oui, typiquement, le but d'Objectif USA, et puis on va finir avec ça. Objectif USA, c'est vous accompagner dans votre installation aux États-Unis. Objectif USA, c'est nos services. Voilà, exactement. Voilà, nos services de Reste avec Sylvain, c'est mon conseil. Reste avec Sylvain, toujours. On travaille toujours maintenant, comme j'ai dit dans le chat, avec Sylvain. Chaque journée, on est avec Sylvain. On cherche votre conseil toujours. Vous êtes un expert bien connu. On ne doit pas reinvent the wheel, on dit en anglais. Mais c'est pas nécessaire à chercher quelqu'un de nouvel si on a quelqu'un. Mais c'est vrai pour tous les professionnels, hein, experts comptables. Voilà. Alors typiquement là aussi, voilà, nous on vous accompagne pour vous installer aux États-Unis. Et dans l'accompagnement, je vais pas faire votre SEO, je vais pas faire votre site internet, je vais pas faire votre compta, je vais pas faire votre avocat. Je serai pas l'avocat d'immigration, jamais. Exactement. Par contre, on fait le business plan, on fait les services de business brokerage, mais on a autour de nous des professionnels qu'on a vu à l'œuvre, qu'on a recommandé et qui fonctionnent. Et il n'y a 0 relation d'argent entre tous les professionnels que nous recommandons et nous. Nous recommandons un expert comptable en particulier parce que c'est le meilleur. Nous recommandons certains, en web design, on va recommander telle et telle personne. En avocat en immigration, on a plusieurs noms. Il y a aujourd'hui, par exemple, en avocat en immigration, il y a des gens. Quand on me dit tel nom d'avocat en immigration, ça forcément je ne partagerai pas ici, mais si on me dit nous travaillons avec tel avocat en immigration, je dis tout de suite, je suis désolé, on ne va pas pouvoir travailler ensemble. Voilà. Parce qu'il y a des avocats en immigration avec qui je ne souhaite pas travailler parce que, voilà. Donc tout ça pour dire, il ne faut pas arriver aux États-Unis en se disant non, je veux fuir les Français. On a quand même une langue commune.
Vous avez des gens qui sont des professionnels, il y en a qui ne le sont pas malheureusement, ça existe, mais voilà. Je crois qu'on va couper là. Merci encore parce qu'il est 12h20. Contactez-nous si vous avez Daniel. Voilà. Il y aura Karine, le replay. Voilà, Mhm. le replay vous sera envoyé à tous ceux qui étaient inscrits. On a eu quand même à un moment donné 90 personnes. Donc le replay il sera envoyé à tous ceux qui se sont inscrits. Dans le replay, je mettrai un maximum d'informations et je mettrai bien entendu les coordonnées de tout le monde. Et puis voilà. Merci encore. Merci à tous. Voilà. Bye 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 Daniel. bye. Bye Shona. Bye Alexandre. Bye bye. À bientôt à tous ici ou en France. À très bientôt. Bye bye. À très bientôt. Ciao.